Déjà, vous ne savez pas très bien quel terme employer. Le handicap, en même temps, on n'en parle pas souvent. J'ai une question toute simple à vous poser. C'était quand, la dernière fois que vous avez vu une personne handicapée à la télé ? Ah, mais si, il y avait peut-être la fois où... Alors, quel temps prévu pour notre week-end ? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. Horoscopé en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie, des soleils en Bordeaux. Elle, c'est Mélanie Ségard et elle est atteinte de trisomie 21. Pourtant, sa maladie ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve, présenter la météo sur une chaîne de grande écoute. Un record d'audience pour France 2 depuis la rentrée 2017, puisqu'au final, pas moins de 5 millions de personnes ont suivi ces prévisions météo du week-end, soit 20% de part d'audience. Qui aurait parié ? Mais ce n'est pas tout. La mini-série humoristique Vestiaire, consacrée au handicap sur France 2, a déjà 8 saisons et plus de 300 épisodes au compteur. Ça fait un carton avec en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs chaque semaine. Sans parler des Jeux paralympiques de Rio en 2016, regardés par près de 14 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire un Français sur 5. Succès d'audience totalement inattendu, un plébiscite du public, et dire que sans les Jeux paralympiques, il n'y aurait eu que 0,4% de présence des personnes handicapées à l'antenne. Et oui, c'est vrai que quand on compare ce chiffre au nombre de personnes handicapées en France, ça fait pas beaucoup. Le handicap concerne aujourd'hui 12 millions de personnes, et 12 millions, c'est l'équivalent de la région Île-de-France. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat interpelle, mais est-ce qu'il y a quand même eu des évolutions ? Il n'y a aucune évolution depuis 5-6 ans qu'existe ce baromètre. On est sur de l'inertie. Les responsables de ces chaînes de télévision ont tendance à dire que les médias reflètent une société qui est elle-même inégalitaire. Mais on voit qu'en fait, les chaînes de télévision sont très loin de refléter la société. Et ces inégalités, elles offrent une représentation très biaisée de la société. Par exemple, les cadres dont CSA nous rappelle qu'ils représentent 9% de la population, ils occupent 60% des personnes représentées à l'écran. Les ouvriers, qui représentent 12% de la population, ne représentent que 2% des personnes représentées à l'écran. Donc on voit bien ce que font les chaînes de télévision. Elles considèrent que les catégories sociales dominantes, celles qui participent au pouvoir, on va dire, comme plus légitimes. Et les autres catégories sociales sont réduites aux marges. Très bien, mais revenons au handicap. En quoi c'est important d'être représenté à la télé ? La représentation des handicapés produit un sentiment d'inclusion. Le fait d'être représenté à la télévision, c'est aussi très important pour ceux qui ne sont pas concernés par le handicap, parce que ça construit aussi des repères d'action, une façon de pouvoir réfléchir justement au handicap. D'où la gravité du fait que ces sujets-là soient très très peu abordés. Peu abordés ou presque, disons que le handicap peine encore à faire l'actualité. Les médias n'en parlent qu'à 3 reprises dans l'année. D'abord pour la Journée internationale des personnes handicapées, ensuite la Semaine pour l'emploi et enfin il y a le Téléthon. Alors évidemment, quand je vous dis Téléthon, vous pensez enfant malade. Eh bien, vous avez raison. Et ce n'est pas Elisa Rojas qui dira le contraire. Elle est avocate au barreau de Paris et militante. En 2004, déjà, elle dénonçait le concept de l'émission. Les enfants, ils ne s'expriment jamais complètement librement. Ils sont complètement instrumentalisés. Quand on leur pose des questions, elles sont fermées ou alors la réponse est dans la question. Elles sont orientées, les questions. Je suis désolée de le dire, mais c'est toujours pour leur faire dire la même chose. Qui veulent guérir, qui veulent être comme les autres, que leur principal rêve, c'est de marcher. Et je pense que ce sont des choses qui sont graves. Et attendez, Elisa Rojas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils disent, les enfants, à votre avis, pour justement changer le regard des gens sur le handicap ? Il faudrait qu'on les laisse dire chacun ce qu'ils ont envie de dire par rapport à leur maladie et par rapport à leur vie et leur situation. Et il y a 1001 façons d'être malade et d'être handicapé et le Téléthon n'en montre qu'une. J'ai vu un jeune homme, c'était plus un enfant, il était inséré dans la vie active, il avait un métier, donc il racontait sa vie, c'était autre chose. Et là, la présentatrice de l'émission relativise tout de suite son propos et lui dit « Vous semblez équilibré, vous avez l'air heureux ». Donc j'aime bien le doute qui est quand même largement... Attendez, ça relativise pas, ça. Vous avez l'air heureux, c'est plutôt une approbation. Dans cette émission-là, on n'est pas là pour dire qu'on peut très bien faire avec, qu'on peut vivre avec. C'est autre chose, là. Elle relativise ce qu'il dit. C'est bien qu'il n'y a qu'un seul message qui doit être pris en compte, finalement. Relativiser les propos ou même parfois virer du plateau.
En 2012, l'humoriste Jérémy Ferrari était invité à participer au Téléthon, aux côtés de son ami Guillaume Batz, qui est lui aussi humoriste. Je vous propose d'écouter son témoignage. Je suis allé faire le Téléthon, on m'a invité 2 minutes, je suis allé avec Guillaume Batz, qui est quand même atteint de maladie génétique. Ouais. La vanne de départ quand même était plutôt drôle, il y avait le gros chiffre de plusieurs millions d'euros au-dessus de Guillaume Batz, et j'ai dit, disons, ça te fait un sacré chèque, on a bien fait de venir. Au bout d'1 minute, on nous a demandé de sortir du plateau. Et derrière ça, c'est alors petite Marguerite, t'as 8 ans, parle-nous de ta maladie, avec Sophie Davant qui fera, ah là là, qu'est-ce que c'est triste, filmez-la, elle pleure, filmez-la bien en gros plan. Ça, c'est du misérabilisme, et ça, c'est ce que je combats. Le problème, il est qu'effectivement, à la télé, si on veut vraiment schématiser et résumer, il y a 2 images. Il y a le mendiant ou le héros. Voilà. Et dans un cas comme dans l'autre, finalement, le handicapé, il y a un fossé entre la personne valide et la personne handicapée. Soit elle a des qualités extraordinaires qui la valorisent plus, soit c'est le contraire, elle est dans une situation misérable et la seule chose à faire, c'est de donner de l'argent. Donc on ne peut pas être dans le vrai. Le stéréotype en tant que tel, et ça s'applique à tout type de stéréotype, c'est que c'est pas nuancé. C'est une communication qui donne qu'un seul exemple, ou propose qu'une seule situation. La réalité d'un individu, de tout individu, elle est complexe, elle est nuancée. Donc, quel que soit le stéréotype négatif ou positif, ça crée une distance entre les individus. Ça fait appel à un pathos plus qu'à une compréhension, à une connexion, et puis à l'empathie en fait. Les médias, c'est d'abord des industries. C'est des industries qui pensent le public comme un consommateur que l'on va vendre plutôt pour des espaces publicitaires. Donc tout ce qui peut susciter, si vous voulez, de l'éloignement de la part des publics est perçu avec réticence par les responsables de programmation. Et le handicap vient rappeler aux spectateurs la fragilité humaine. C'est des sujets qui risquent de produire une anxiété, de faire fuir ceux qui préfèrent voir des super-héros, des personnages hyper stéréotypés ou des formes de souffrance auxquelles on ne peut pas se comparer. C'est ça, c'est que c'est des représentations du public qui sont elles aussi très stéréotypées. Effectivement, est-ce que des sujets sur le traité de manière intelligente et ouverte sur le handicap ont leur place à la télévision? Oui, mais est-ce que la télévision est prête à leur faire de la place? Ça, je sais pas. Mais on rentre dans l'aspect structurel de produire des sujets à la télévision. Quelle est votre part de liberté à vous en tant que journaliste pour dire ce que vous voulez, quoi? Pour questionner cette part de liberté, rien de mieux que de poser directement la question à un journaliste. Pierre Grange travaillait en 2012 au service éducation de TF1. Cette année-là, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour favoriser l'intégration des enfants handicapés dans les écoles. Bref, il y avait là une volonté politique de scolariser ceux qui n'avaient pas été jusqu'à présent. Naturellement, ce sujet s'imposait pour Pierre Grange cette année-là, mais est-ce qu'il était vraiment libre de choisir les enfants qu'il voulait montrer à l'écran ? Quand je cherchais des enfants qui n'étaient pas scolarisés alors qu'ils auraient pu l'être, je cherchais effectivement plutôt des handicaps légers. Ouais. Si vous deviez faire juste la scolarisation des enfants sans handicap, est-ce que vous l'auriez traité de la même manière Ouais, non, j'essaie d'en faire des sujets positifs, et en particulier dans les choix des cas qu'on essayait de montrer du doigt, j'essayais de trouver des choix révélateurs d'enfants qui avaient les moyens d'être scolarisés, ça faisait de doute pour personne et qui ne l'étaient pas. Voilà. J'essayais de trouver un cas un peu parfait, quoi. Voilà. Ouais, je vois pas ça comme de la censure, mais je vois comme un choix discriminant. Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on veut pas voir le handicap, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit un gamin qui ait de l'énergie, qui a l'air sympa, qu'on a envie d'adopter tout de suite. Voilà, ouais, il y a ce côté-là, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensiez aux téléspectateurs en faisant... Ah oui, clairement, ouais. Non, mais j'étais aussi conscient de la discrimination que je suis en train de faire. Mais je voulais faire consensus, ouais. Il y avait aussi cette volonté aussi qu'on puisse continuer à traiter ce sujet, que ça fasse pas polémique, ouais.
On trouve un biais pour qu'on soit sûr que le sujet soit diffusé, qu'on en fasse d'autres et que ce soit un sujet qu'on continue à traiter, quoi, voilà. Moi, ce dont j'avais peur, c'était d'un rejet des rédacteurs en chef à ce moment-là, ouais. J'avais peur que le sujet soit tourné, soit pas diffusé, quoi, en gros. Je pense qu'ils s'imaginent qu'il y a des personnes qui ne seraient pas en empathie avec le personnage et que du coup ça desservirait la cause, en fait, c'est ça. Si on parle du handicap à la télé, c'est pour retracer des destins incroyables, c'est souvent des leçons de vie aussi. Et du coup, le téléspectateur, comme tous autour de la table, vont s'identifier à travers ces témoignages-là. D'une part, ça décomplexe, déculpabilise. Je pense que ça peut changer le regard aussi des gens, de manière générale, sur le handicap. On n'a jamais eu de chute d'audience en parlant du handicap à partir du moment où on raconte l'histoire hors norme de quelqu'un et le témoignage d'une personne handicapée. Le seul regret qu'on puisse avoir, c'est que quand on reçoit une personne handicapée, c'est effectivement très souvent pour parler de handicap. Voilà. Et non pas d'un sujet de société quelconque. Mais alors ça, comment l'expliquer ? Je pense quand même que ça reste très important de les recevoir pour parler soit d'un handicap précis, soit d'une situation à laquelle ils sont confrontés, parce qu'on doit encore aujourd'hui alerter sur ce qui ne va pas, sur tous les dysfonctionnements des politiques publiques. On a encore besoin d'alerter sans culpabiliser forcément le téléspectateur ou le lecteur ou l'auditeur. Mais on peut regretter qu'effectivement, qu'on voit peu de spécialistes ou d'experts handicapés. Je pense que ça aiderait d'avoir des personnes handicapées qui soient invités pour leurs compétences dans différents sujets, pas uniquement sur le handicap, sinon ça serait extrêmement réducteur à mon avis. C'est pas la facilité qui mène les médias à ne pas interroger des personnes handicapées sur d'autres sujets. Alors peut-être qu'il y a des spécialistes qui sont également handicapés et qui pourraient très bien en parler, mais soit il y en a pas assez, soit on les connaît pas, soit on devrait mieux faire notre travail, peut-être aussi. En effet, on peut regretter qu'il y ait peu d'experts handicapés dans les médias. Mais ce que Régis Lamanaroda regrette le plus, c'est surtout de ne pas pouvoir en recruter. Ça fait 5 ans que je suis là, je reçois énormément de mails, mais je n'ai jamais reçu le CV d'une personne handicapée. Ou alors, c'est qu'il était caché. Souvent, je me suis fait la réflexion, si je n'en reçois pas, je me demande si c'est parce que les personnes atteintes de handicap ne se freinent pas aussi en se disant ça sert à rien, voilà. Mais pour être très honnête, je ne sais pas si je ferai de la discrimination positive, mais peut-être qu'il faut qu'on passe par là aussi, ouais, effectivement. Le CSA souligne en effet la difficulté qu'ont les médias à recruter des personnels handicapés formés au métier de l'audiovisuel. Selon la loi, les entreprises doivent respecter le quota de 6% d'employés en situation de handicap, un taux rarement atteint dans les entreprises de l'audiovisuel. Alors certains n'ont pas hésité à pousser un peu les portes des rédactions. Depuis 2005, l'association Acte Pro a créé Jaris, une formation accélérée qui permet à des personnes en situation de handicap d'accéder au métier du journalisme et de l'audiovisuel. Une démarche encouragée par le CSA qui signait en 2014 une charte pour favoriser leur formation et leur insertion professionnelle dans le secteur. Parmi les partenaires de Jaris, plusieurs télés, M6, France Télévisions, Canal+, ou encore plus récemment l'équipe 21. L'ambition de Jaris, c'est donc de permettre aux personnes handicapées de s'insérer plus facilement dans l'univers médiatique, même s'il faut souvent s'armer de patience, comme nous l'explique Théva Bourdin, formateur à Jaris. C'est un univers qui est très fermé et c'est justement pour ça qu'Éric Kanda, qui est le fondateur de Jaris, c'est aussi pour ça qu'il a créé ça, c'était aussi pour foutre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il est toujours obligé de se battre, mais au fur et à mesure, on commence à avoir une petite renommée dans le milieu. Et chaque année, on a des stagiaires qui vont visiter les chaînes de télé, ils sont bien accueillis, etc. Donc ça évolue doucement. On a des stagiaires qui sont maintenant embauchés en CDI à M6, à France Télévisions, alors après dans des boîtes de prod qui travaillent avec M6, etc. Donc ça évolue, mais t'es toujours très à la marge en fait. Je suis
état limite, borderline, ça veut dire que je suis très excessif, j'ai des phobies sociales aussi, et voilà, mais je pense que mon handicap est une chance parce que le fait d'être excessif fait que je consacre énormément de temps à ma passion. Ça fait très longtemps que je suis un énorme consommateur de journaux, et pour cela, je me suis préparé, j'ai appris des langues, j'ai appris l'espagnol, l'anglais, un peu l'italien, et donc voilà, un vrai passionné. J'ai présenté à de nombreuses reprises ma candidature au sein de médias, même en les joignant avec des travaux que j'avais réalisés. On ne m'a jamais accordé ma chance. Du coup, j'arrive à me permettre d'intégrer et d'avoir enfin ma chance dans le monde des médias. La télé doit être glamour, et donc ça fait un peu tâche une personne qui présente un handicap alors que certaines personnes handicapées peuvent être utiles. Ce sont des profils atypiques qui peuvent rendre des services. Glamour doit être la télé, en tout cas c'est ce que semble vouloir dire Sophie Cluzel. La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées avait accordé une interview à Télérama en mai dernier. Elle disait vouloir faire du handicap ce magnifique vecteur d'audience, un sujet glamour. Réaction d'Elisa Rojas. Quand elle parle de représentation juste et qu'ensuite elle vient expliquer qu'il faut que ça fasse de l'audience, le handicap, qu'il faut que ça touche et que ce soit glamour, je ne comprends plus du tout de quoi elle est en train de parler. On n'est pas là pour faire de l'audience, on n'est pas là pour apporter de l'émotion ou du frisson aux gens qui regardent la télé. On est simplement là parce qu'on existe et que donc ce qu'on voit à la télé doit représenter l'ensemble de la société. On fait partie de la société, on doit être représenté à hauteur de ce que l'on est dans la société. Voilà, ça s'arrête là. Alors faut-il être un super-héros pour intéresser les médias ou bien une victime pour générer de l'audience ? Comme solution, former les personnes handicapées au métier de l'audiovisuel, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Plus de diversité dans les rédactions pour davantage de diversité à l'écran. En attendant, des médias spécialisés sur la question du handicap existent. Ce sont les petites fourmis du handicap, ils sont sur tous les coups. La mode, le sport, la politique, les nouvelles technologies. À titre d'exemple, l'indispensable en direct, la radio Vivre FM ou encore le site handicap.fr. Parmi les thèmes qui font le plus d'audience, l'économie, car il faut savoir qu'un grand nombre de personnes handicapées vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors de belles images, de belles histoires, de belles audiences, mais à quand une représentation juste de la société ?